euh, et en Marcel, que j'espère ne pas trop tâcher aujourd'hui. Et puis si vous entendez derrière un glouglou persistant, c'est pas un pachyderme qui urine une citerne de flotte, c'est juste un bassin qui se remplit. Donc je continue à parler de l'Ion. Et pour pouvoir comprendre ce qu'est cette Ion, rentrer à l'intérieur même, si j'ose dire, aller dans l'ontologie de l'Ion, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut absolument rappeler. Deux notions sur lesquelles il faut absolument venir. D'une part, c'est celle de Holon. D'autre part, c'est... et puis peut-être de prime abord rappeler ce qu'est un métonyme ou une métonymie. Parce que c'est vrai que je me suis aperçu que ce terme revenait en fait souvent dans mes explications, mais je me suis pas donné la peine d'expliquer. Et puis dans le fond, je me suis dit aussi que si vous allez dans le dictionnaire, ça va pas vous avancer à grand chose parce que finalement c'est pas très développé. Et si vous allez dans des dictionnaires philosophiques ou étymologiques, dans un cas comme dans l'autre, ça va plutôt vous embrouiller. Donc finalement, une métonymie, c'est un glissement de sens par rapport à un objet. C'est quand, en fait, un sujet et un objet, d'ailleurs, peuvent être confondus. Par exemple, un lieu peut être une personne aussi. Une personne peut être une époque peut être un lieu. Alors les exemples de métonymie sont pas toujours faciles, ils viennent pas comme ça forcément à l'esprit. Je veux dire par exemple, typiquement on pourrait dire le siècle des Lumières est une métonymie. Pourquoi? Parce qu'on définit une époque par rapport à un nombre d'objets. Quand on dit pour un match de foot la France a gagné, évidemment c'est pas la France, c'est l'équipe de football de France qui a gagné. Là, il y a déjà une métonymie parce que, évidemment, derrière l'équipe de foot, on met le pays tout entier. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'adhésion ou de rapport de vase communicant entre les deux, tout bêtement parce que si l'équipe de France de foot gagne, le pays tout entier, a priori, en moyenne, va tendance à avoir le moral. Bon, il y a métonymie. Il y a métonymie dans le cadre beaucoup plus évidemment complexe et beaucoup moins trivial des différentes dimensions de l'univers. Puisqu'à travers les 11 dimensions, plusieurs sont instables et passent du temps à l'espace et de l'espace au temps. Il y a métonymie aussi quand on parle, par exemple, c'est pas facile, hein. Quand on parle, d'une école de peinture, d'un maître, par exemple. On dit, par exemple, tel ou tel tableau de Raphaël, ou d'un auteur, ou tel livre de Raymond Lull. Ce sont des exemples assez typiques de métonymie, en fin de compte. Parce que la plupart des toiles, ou une grande partie en tout cas des toiles raphaélites, n'ont pas été peintes par Raphaël, mais par des élèves ou des proches. Mais on dit que c'est du Raphaël par métonymie parce que c'est l'école raphaélite, parce que c'était des proches de Raphaël, parce que c'était des admirateurs de Raphaël, des élèves de Raphaël. Donc aussi bien une toile de Raphaël peut ne pas être de lui, comme une toile a priori rapportée à un de ses élèves peut aussi être de lui. Donc par métonymie, Raphaël et les raphaélites, c'est la même chose. Bon, quand on dit le testament de Raymond Lull, que les éditions de la Hutte ont eu l'honneur de publier dans une très belle version, le testament de Raymond Lull, on sait que c'est le pseudo Raymond Lull. Mais la personne qui a écrit ce testament alchimique était une personne qui appartenait ou aux admirateurs ou aux proches ou aux disciples de Raymond Lull. Par conséquent, ce n'est pas faux de dire que le testament de Raymond Lull est de Raymond Lull. S'il ne l'est pas, c'est une métonymie. Voilà. Et on pourrait aller comme ça sur des exemples à l'infini. Il y en a d'autres qui vont certainement me venir pour dire que, bon, l'Ion est métonymique, ou plutôt c'est un métonyme, parce que, je le disais, il désigne aussi bien un temps cyclique, ou plutôt hélicoïdal,
que d'ailleurs je ne vais pas tarder à dessiner dans un livre, parce que comme ça va clarifier les choses. Il désigne un cycle galactique dès Platon qui détermine que la galaxie établit une révolution sur 26 000 ans, durée qui a été vérifiée et affinée par la suite à 25 000 et quelques années. C'est aussi un lieu dans la mesure où un cycle ou une époque peut déterminer un sens ou un sens peut déterminer une époque. C'est-à-dire que si vous prenez le siècle des Lumières n'est pas le XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières commence, pour ainsi dire, avec la mort de Louis XIV en 1715 et va se terminer avec le Directoire. Enfin, on a souvent tendance à considérer ça. Donc c'est pas le siècle en tant que compute brut qui est considéré, c'est plutôt son métonyme idéologique ou son métonyme philosophique qui va déterminer le siècle. Là, je pense qu'on commence à avoir je crois, beaucoup plus clair. Bon, voilà. Alors, revenons à l'Aion. Les métonymes, c'est important de dire que Christ, je le disais, est un Aion, parce qu'il est métonyme. Christ est personne, une personne, ou pas d'ailleurs. Christ est un Aion, c'est-à-dire à la fois un cycle d'évolution, un cycle de temps, et une zone dans le plérum, c'est-à-dire dans la plénitude. Christ est un concept. Christ est une idée pure. J'enlève mes godasses, parce qu'il fait chaud. Christ est une idée pure. Christ est une croyance, et en tant que croyance, Christ est un objet. Enfin, la croyance est un objet en soi. Et la foi chrétienne est métonymique à la nature du Christ. C'est-à-dire que pour l'essentiel des écoles chrétiennes, des métaphysiques et des théologies chrétiennes, le Christ ne se définit essentiellement que par la foi qu'on a dans sa nature non engendrée ou non créée selon les opinions, et en tout cas dans sa nature ou uniquement divine ou dualement divine. Donc là encore, la foi chrétienne, c'est un métonyme de la nature même du Christ. Et on peut aller loin comme ça. Bon, alors pourquoi je vous parlais des holons? C'est vrai que ça ne va pas être l'exposé le plus simple que je suis en train de faire. Arthur Koestler, qui est un des derniers grands philosophes gnostiques après Nietzsche et Teilhard de Chardin, et on me pardonnera que je les cite l'un à côté de l'autre, parce qu'en fait c'est d'une implacable logique, mais ça nous en parlerons une autre fois. Et avant moi-même et mon ami Paul Sanda, non je déconne, Arthur Koestler était un des derniers grands philosophes gnostiques. Et n'aurait absolument pas à rougir à côté de aussi bien d'Empédocle, qui en était déjà un, à sa façon, ou de Clément, qui en était aussi un contre son propre sentiment, que bien sûr nos prestigieux Valentin ou Carpocrate. C'était un gnostique qui a eu un parcours assez étonnant, parce qu'il a commencé son existence de jeune homme avant la Seconde Guerre mondiale comme un militant communiste acharné, jusqu'à pendant très longtemps soutenir toutes les formes de nihilisme liées au marxisme-léninisme et à la terreur stalinienne. Et selon les sentiments et les époques, il a été soit anarchiste dur, soit finalement crypto-stalinien, puis ouvertement pro-stalinien. Et puis après être passé par des péripéties absolument extraordinaires à travers le monde, c'est un grand voyageur aussi bien géographique qu'intellectuel, Koestler finalement est devenu un métaphysicien. Il a écrit, on va dire, bon, il y a 3 ouvrages qui sont plus connus que d'autres. Bon, Janus moindrement, The Ghost in the Machine précisément, qui a été mal traduit par Le cheval dans la locomotive, et Le zéro et l'infini. Et parmi les concepts inventés par cet immense philosophe qui est Arthur Koestler, qui donc terminera sa vie en grand gnostique, c'est-à-dire en incroyant pur,
et en connaissant dynamique, et qui se suicidera quasiment en même temps que son épouse, je ne sais plus, pour ne pas avoir à faire supporter la charge de leur maladie par la société et de ne pas avoir à connaître leur déchéance, eh bien ils seront passés, lui et son épouse, par la métaphysique. Et il a inventé un concept qui est applicable aussi bien en métaphysique pure qu'en épistémologie, qu'en physique concrète, qu'en mathématiques, en biologie, même en théologie. Un concept absolument universel. C'est à se demander s'il n'a pas été chercher une idée pure dans le monde de Platon, tellement c'est brillant. Il a inventé le holon, H-O-L-O-N, qui est précisément un aion, c'est-à-dire qui est précisément un métonyme en tant qu'ensemble conceptuel ou concept d'ensemble qui peut être appliqué à la fois des données de l'espace, des données du temps, des données de l'idée pure. Dans le système du holon, en fait, il n'existe pas dans toute approche structurale d'inféodation ou de rapport ascendant-descendant linéaire entre les différents éléments qui composent un méta-ensemble donné. Ça non plus, c'est pas évident. C'est-à-dire que chaque élément considéré dans l'univers, dans n'importe quel système référent, dépend à la fois de ce qu'il compose, qui en sont les sous-ensembles, dépend de ce dont il est composant, et par voie évidemment de conséquence, chaque élément dans sa stabilité ou dans sa définition, dans son ontologie, dépend aussi de tous les éléments qui lui sont voisins ou de même niveau. Alors, je vais essayer de donner un exemple, qui est d'ailleurs un exemple très kesslérien. Typiquement, une molécule est un holon. C'est un holon parce que pour la définir dans sa stabilité, ça se passe déjà de manière ascendante. Si on supprime un des atomes de la molécule, c'est-à-dire un des sous-ensembles de cet ensemble, elle perd son identité, elle perd sa définition. Dans un premier temps, en tout cas, au minimum, elle perd sa stabilité. Et si elle ne retrouve pas un atome pour remplacer celui qui a été perdu, cette molécule n'est plus la même molécule. Elle change de nom, elle change d'état, elle change de définition. Et cette molécule elle-même va éventuellement appartenir à une cellule vivante. Cette cellule vivante a besoin de la molécule qui est à la strate d'en dessous, mais elle en a besoin d'autres, qui sont ou identiques mais en plus grande quantité, ou différentes. Si une molécule ou plusieurs des molécules disparaissent de la composition de la cellule va tendre à disparaître à son tour. Donc là, on monte en fait dans un système de sous-ensembles. Et bien, ces sous-ensembles sont des holons. C'est-à-dire que de la composante inférieure de tout ensemble et d'une multiplicité de composantes dépendent l'unité, la stabilité, la définition d'un ensemble qui lui-même est le sous-ensemble de quelque chose d'autre. Et c'est marrant parce que vous voyez, ça nous rappelle l'effet papillon, de façon tout à fait extraordinaire.